Merci Patrick, et puis c'est à moi de te remercier pour la confiance que tu me fais. Et nous sommes peut-être, la plupart d'entre vous le savent, des amis de 50 ans, donc je crois que la date fatidique c'est amis de 30 ans, après, bon. Donc là on a largement dépassé ça Patrick. Et quand on était jeune médecin à Colombes, à l'hôpital Louis-Maurier, il me parlait déjà des Moutiers, donc il y a 50 ans. Et il me proposait de venir y passer mes vacances, très gentiment, et je lui disais que je préférais la mer. Il disait, mais il y a la mer à Émouti, il y a le lac de Vassivière. Et donc, quand j'ai découvert le lac de Vassivière, j'ai dit, c'est vrai, il y a la mer. Voilà, bon, donc, c'est son choix, parce que je vais donner 2-3 possibilités de thèmes de conférence, ça a été l'expertise pénale en psychiatrie. L'idée étant de donner l'occasion de parler de ce qui m'a occupé sur ma fin de carrière, et puis depuis ma retraite, puisque bon, je m'étais dit c'est pas mal de faire un peu de bénévolat et de travailler un petit peu après avoir pris sa retraite. Et comme la justice est dans un état assez délabré, et particulièrement l'expertise psychiatrique, on y reviendra, je m'étais dit ça rendra peut-être service à certains malades mentaux qui se retrouvent injustement enfermés dans des prisons où ils n'ont rien à y faire, d'échapper à cette impéritie de notre grande administration. Alors, donc, je vais d'abord donner quelques éléments sur l'expertise pour situer le contexte, et puis ensuite, à la demande de certains, notamment d'un vieil ami, Serge Quadrupani, je parlerai des cas cliniques. Enfin, on appelle ça cas cliniques en médecine, on appelle ça les affaires, lorsqu'on est dans le milieu pénal. Alors, d'abord, dire que des experts, il y en a une kyrielle. Tous les domaines sont abordés. Quand j'ai été prêté serment à la Cour d'appel de Paris pour être enrôlé dans le corps des experts, il y avait une liste de 300 personnes, on citait chaque nom, et on donnait les métiers, alors, informaticien, architecte, machin, puis il y avait des métiers, je ne connaissais même pas la nature du métier. Donc voilà, l'expertise, c'est extrêmement diversifié. Ça sert évidemment à éclairer les juges sur les prises de décision qu'ils auront à faire dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement. Toutes les spécialités de la médecine sont représentées, ça inclut la médecine légale, hein, le médecin légiste qu'on voit dans les séries B télévisuelles, et évidemment les psychiatres qui représentent un assez gros contingent d'expertise, puisque c'est une discipline qui est très sollicitée. Je vais vous dire pourquoi. Alors, il y a plein de champs de l'expertise psychiatrique. Il y a des experts pour le tribunal administratif, quand vous avez un contentieux sur une pension d'invalidité, pour un trouble mental. Bon. Le juge des tutelles pour statuer sur la nécessité d'être protégé comme adulte handicapé, l'instruction évidemment qui est le domaine auquel je me suis plus particulièrement concerné. Et dans l'instruction, il y a deux domaines, comme toute la justice, le civil, essentiellement pour ce qui est de la psychiatrie, les juges des affaires familiales qui statuent sur le fait que est-ce qu'un père ou une mère est apte à garder l'enfant en cas de divorce, etc. Bon, ça, je ne m'en suis jamais vraiment occupé. Et le pénal, qui était mon cœur d'intérêt, avec deux champs, les correctionnels et les assises. Donc le délit ou les crimes. Alors, pourquoi effectivement ce domaine est intéressant pour les psychiatres? Eh bien, d'abord, parce qu'il y a un principe historique, c'est qu'on ne juge pas les fous. Ce principe est présent dans le droit depuis l'Antiquité, ça figurait dans les textes du droit romain. Un de mes amis de confession juive me dit que c'est présent dans le Talmud, je n'ai pas vérifié, mais enfin je lui fais confiance. Donc ça a toujours été un principe universel, on ne juge pas les fous. Alors, c'est un principe qui s'est un petit peu estompé après la chute de l'Empire romain et pendant tout le Moyen-Âge, où on l'a amalgamé un peu, les fous, les délinquants, les sorcières, on brûlait... Enfin, l'immense majorité des sorcières brûlées sur les bûchers étaient des schizophrènes, hein, donc on a maintenant des éléments qui permettent de le penser. Donc voilà, bon, il y avait un amalgame entre maladie mentale, délinquance, déviance sociale diverses et variées. D'ailleurs, l'apogée de ce système, en sortant du Moyen-Âge, c'est Louis XIV qui décide, lorsque Paris se trouve envahi par des gens nuisibles à la société, de construire la Salpêtrière
et l'hôpital de Bicêtre, dans ce qu'on a appelé le grand renfermement. Tout est dit. Et donc, ce sont deux grands asiles qui ont été construits au début du XVIIIe pour mettre tout ce qui gênait la vie des Parisiens. Donc les putes, les lépreux, les malades mentaux, évidemment. Enfin voilà. Donc, on a renfermé, comme un peu Madame Hidalgo l'a fait à Paris pour les Jeux Olympiques, donc on a renfermé tout ce qui gênait dans un lieu carcéral. Et heureusement, la Révolution française arrive, et là, Philippe Pinel, député à l'Assemblée constituante et médecin qu'on appelait à l'époque aliéniste, décide qu'il ne faut pas réserver le même sort aux malades mentaux et au reste des populations qui sont soit malades, soit qui posent des problèmes de crime ou de délit, et il décide de faire, avec cette fameuse image d'Épinal, de couper les chaînes des aliénés, donc ce fameux tableau qui est à l'Académie, pas à l'Académie française, à l'Académie de médecine. Alors, quelques années plus tard, le Code Napoléon introduit l'article 64 dans le Code pénal, qui stipule l'auteur d'un crime ou d'un délit n'est... Attendez, c'est mal emmanché, excusez-moi. J'ai dit tout à l'heure que j'avais perdu un peu la parole et l'habitude de la prise de parole en public. Vous voyez, ça se vérifie. Donc, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur d'un crime ou d'un délit était en état de démence au moment des faits. Donc ça, c'est le Code Napoléon 1810 qui, effectivement, a été déterminant pendant un siècle et demi, puisque chaque fois qu'on a voulu changer en disant ça pose un petit peu problème, c'est un peu désuet, déjà le mot démence, qui est le mot originel pour la psychiatrie, puisque dementia, c'est la perte de l'esprit. Donc, pour l'instant, quand on dit démence, on pense à Alzheimer, mais maintenant, à l'époque, effectivement, démence, c'était tous les gens qui avaient perdu l'esprit. Donc cet article était à la fois désuet, mais finissait quand même par rendre des services, donc il est resté jusqu'à ce qu'il y ait des revendications très fortes de la part des victimes, avec cette grande mutation où brutalement la justice n'a plus été consacrée aux auteurs de crimes et délits, mais aux victimes, avec l'idée de la force rédemptrice du jugement pour que les victimes fassent leur deuil, avec cette formule passe-partout qui plaît tellement aux journalistes dès lors qu'il y a une émission consacrée à ce type de sujet. Et donc là, on a décidé de changer et on a introduit dans les années 90, une modification du Code pénal avec l'article 122.1 qui est effectivement plus fin, qui considère qu'il n'y a plus l'idée de démence, il y a que les gens on considère que s'il y a abolition du discernement, les gens sont considérés comme irresponsables pénalement. On détaillera tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que les gens se plaignaient avec cet article 64 ? Parce qu'on disait il y a non-lieu. Donc un non-lieu, ça veut dire qu'il n'a pas eu lieu. Et les victimes disaient, quand même, mon père, ma mère a été tué par quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il y a non-lieu, ça a eu lieu. Donc il y avait effectivement une frustration qui disparaît dans l'article 122.1 du Code pénal, avec notamment le fait qu'on décide que plutôt que de dire le dossier est clos, c'est terminé, il y a une audition à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui, sur avis contradictoire d'experts, décide ou non de considérer qu'effectivement il y a responsabilité pénale. Donc le débat contradictoire nécessaire à une bonne justice est conservé. C'est une mini-cour d'assises qui permet aux parties, la défense ou les parties civiles de s'exprimer, avec des avocats des deux côtés, aux experts de parler, et il y a une décision qui est prise de confirmer ou non l'irresponsabilité pénale du sujet. Alors, je terminerai sur ce peut-être trop long préambule, sur les liens entre troubles mentaux et crimes. Parce que je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici avec le préjugé assez universel que les malades mentaux sont dangereux. Tout le monde a l'impression que les malades mentaux sont dangereux, etc. Or, c'est vraiment une fake news, comme on dirait maintenant. Donc ça n'a aucun sens, aucun fondement. Les malades mentaux ne sont non seulement pas plus dangereux que les gens considérés comme normaux ou disons non malades mentaux, mais ils le sont plutôt moins. Il y a eu pour cela une immense étude, l'étude dite NESARC, donc je vous passe l'acronyme, qui a étudié plus de 50 000 sujets pour démontrer
que les malades mentaux étaient 5 fois plus victimes de crimes ou de délits qu'ils n'en étaient les responsables. Alors vous allez me dire, mais pourquoi effectivement on fait tellement grand cas de la dangerosité des malades mentaux? Eh bien parce que les malades mentaux commettent des crimes parfois assez horribles, il faut bien le reconnaître, et souvent imprévisibles, étranges, mystérieux, et qui évidemment suscitent une inquiétude. Mais ce n'est pas par un argument de fréquence, c'est plus qualitatif, c'est par l'incongruité du geste. Alors, on arrive maintenant au cœur du sujet, l'expertise pénale. Il y a des temps de l'expertise pénale. La première intervention du psychiatre, c'est l'expertise de garde à vue. Alors, j'en ai pratiquement jamais fait parce que, bon, on vous appelle à 2 h du matin, vous arrivez dans le commissariat d'Aulnay-sous-Bois, on vous dit, voilà, il faut voir monsieur machin. Bon, tout ça pour dire, est-ce qu'il peut rester ici ou est-ce qu'on l'envoie tout de suite à l'hôpital psychiatrique? Bon, voilà, c'est pas très passionnant. Donc, mais il y a des gens qui le font et il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Enfin, je considérais que j'avais passé l'âge de le faire, donc je n'en ai jamais fait. Et puis, il y a l'expertise dite présententielle, c'est-à-dire vraiment le cœur d'expertise, où on juge la responsabilité pénale ou pas d'un sujet qui est mis en cause, avec l'expertise. Bon, là, on est nommé par un juge qui nous demande d'examiner le dossier pénal que nous recevons, de voir le sujet, de l'examiner, de faire l'examen psychiatrique et de rendre notre rapport de conclusion. Mais évidemment, vous allez très vite le comprendre, quand on rend son expertise, on déplaît toujours à quelqu'un. On déplaît à l'avocat de la défense du mis en cause si on dit qu'il est responsable. Bah non, il est pas tout à fait responsable quand même, regardez. Bon, parce que les avocats se pensent toujours plus malins que tout le monde et l'expertise, bon. Et donc, ou alors, si vous dites qu'il est responsable pénalement, c'est l'avocat des parties civiles qui dit ah, c'est trop facile, alors on tue quelqu'un et puis après on dit que ah ben non j'étais fou. Bon, voilà. Donc on s'expose toujours quand on fait une expertise à des mécontents et quand on va déposer aux assises, on se fait en général massacrer par un avocat ou par l'autre. Donc en général, l'avocat mécontent demande une contre-expertise. Donc c'est pour ça que vous avez souvent une expertise, une contre-expertise. On se dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces charlots? Ils font des expertises, des contre-expertises. Bon. Et s'ils ne sont pas d'accord, les experts et les contre-experts, il y a une surexpertise pour faire un arbitrage. Et à la fin, c'est au poids. Donc s'il y a plus d'experts qui disent qu'il est responsable, c'est une plaisanterie. Hein, c'est les juges qui, in fine, la cour d'assises, les jurés, pardon, pas les juges, qui décident. Et enfin, il y a les expertises post-sententielles, alors ce qui sont les plus délicates, c'est qu'une fois qu'on a envoyé quelqu'un qui est considéré comme irresponsable pénalement, il ne va pas en prison, mais il ne va pas au Club Med, comme le pensent parfois les journaux mal intentionnés, plutôt de droite que de gauche, qui disent effectivement, oh, les psychiatres, regardez. Bon, nous avons eu une histoire horrible dont vous avez sûrement entendu parler, qui est l'histoire de Madame Halimi, massacrée par monsieur, malheureusement, Traoré. Donc, que nous avons expertisé. On était 3 dans le premier collège, 3 en contre-expertise, 3 en surexpertise. Donc 9 experts. Sur les 9 experts, 8 ont considéré qu'il y avait une irresponsabilité pénale totale, que le discernement de ce garçon, qui était totalement délirant, enfin, vraiment un grand délirant, bah oui, mais quand même, ça se discute, etc. Et un expert qui a dit, peut-être pas aboli, enfin bon, peut-être un faux cul, mais il a dit, bon, on va dire altéré, parce qu'on peut nuancer, c'est gris, noir ou blanc. Bon. Donc, à la suite de cela, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a décidé qu'effectivement, ce garçon était irresponsable et qu'il devrait aller en hôpital psychiatrique. Et il y a eu un déferlement de haine en disant, dans les journaux, enfin, je sais pas, vous avez peut-être lu, enfin, bon, moi j'y étais attentif parce que, bon, au point qu'avec mes collègues, on a fait une tribune dans Le Monde pour expliquer enfin, ce qui s'était passé. Bon, mais voilà, donc c'était du genre, c'est un crime antisémite, on peut tuer une juive et après des experts vous donnent l'absolution, enfin bon, c'était immonde. Et il y avait malheureusement un de nos collègues qui était juif, et qui a reçu des menaces de mort à son cabinet en disant « tu es un félon, tu es un traître à ta race, tu as trahi ta sœur Madame Halimi ». Enfin bon, c'était ignoble. Donc ça peut effectivement... Bon, mais ce que les gens ne savent pas, je le répète, c'est que quand on dit que quelqu'un est irresponsable, il ne sort pas, il ne rentre pas chez lui tranquillement. Il va
dans un hôpital psychiatrique où il est mis dans des conditions quasi-carcérales, enfin quand je dis conditions carcérales, c'est-à-dire c'est des QHS de la psychiatrie, il y en a 4 en France, il y a Montfavet, Cadillac, Villejuif pour la région parisienne, et quand vous arrivez dans ces endroits, c'est comme une tôle, hein, ça n'a rien à envier à Fleury-Mérogis. Donc, et les gens peuvent y rester toute leur vie. C'est-à-dire que ce que les gens maîtrisent mal, c'est qu'ils pensent qu'on retrouve la liberté et qu'on sort parce que les psychiatres vous ont dit... Voilà, ce n'est pas le cas. Et j'insiste sur le fait que, comme l'expertise post-sententielle demande aux psychiatres experts de dire si, au bout de 5, 10, 15 ans d'hôpital psychiatrique, ça va mieux et qu'on peut sortir, beaucoup de psychiatres, particulièrement quand il y a eu quelques cas de récidive de gens qui, sortant d'hôpital psychiatrique, ont récidivé dans les semaines ou les mois qui ont suivi, maintenant, les gens ne se mouillent pas trop. Et comme pour que quelqu'un sorte de l'hôpital psychiatrique après avoir passé 5, 10, 15 ans de l'hôpital psychiatrique avec des soins, il faut que le psychiatre traitant dise ça va, l'expert post-sententiel dise ça va, le préfet signe l'acte de libération, le juge d'application des peines aussi, etc. Et le directeur de l'hôpital. Donc comme il faut 5 signatures, avant que tout le monde se mette d'accord, c'est à peu près comme la communauté européenne. Hein. Donc les gens restent. Et il m'arrive de dire que finalement, on a recréé Perpète en psychiatrie, alors que Perpète n'existe plus dans les conditions de la justice pénale normale. Alors, c'est la dernière diapo avant qu'on rentre dans les cas, dans les affaires. Donc, les questions qu'ils ont posées à l'expert. Première question. Alors, vous recevez d'abord tout le dossier pénal. Hein, donc, vous recevez 2-3 000 pages. Alors, c'est plus... quand j'ai commencé, c'était encore... Vous aviez un gendarme qui vous arrivait avec les scellés, qui vous amenait 50 kilos de papier qu'il mettait sur votre bureau. Bon, maintenant, on vous envoie une disquette et puis vous examinez. Et il y a des dossiers qui font 2, 3, 4 000 pages qu'il faut théoriquement lire. Bon, je vous rassure, je suis un des rares à lire tout le dossier parce que ça m'intéresse et parce que je suis plutôt consciencieux. Mais comme les expertises sont payées, je crois, 230 €, vous voyez, il y a beaucoup de psychiatres qui torchent un peu, donc voilà, donc qui lisent pas tout le dossier. Enfin, je le déplore, hein, ça me navre, mais c'est ainsi. Ensuite, il faut aller à la prison voir le gars, c'est-à-dire faire des courbettes au maton parce que c'est jamais l'heure, non, le parloir est pris, non, donc c'est pas très très marrant, mais enfin on y arrive. Et puis ensuite, une fois que vous avez examiné, vous rédigez votre rapport et vous devez répondre à ces questions, voire d'autres. Mais la première, c'est est-ce qu'il y a ou non une pathologie mentale? Donc, deuxième, est-ce qu'il y a un lien éventuel entre cette pathologie mentale et les faits? C'est-à-dire que c'est pas que simplement il est malade, donc il est excusable. Il faut qu'il y ait un lien. Ensuite, on vous demande s'il y a une dangerosité. Ensuite, s'il y a dangerosité, quelles sont les recommandations thérapeutiques dans le cas où une irresponsabilité pénale serait prononcée? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on lui doit des soins contraints, des soins sous contrainte, qui sont donc prescrits par le jugement. Et enfin, on doit dire si le discernement, au moment des faits, est normal, donc le sujet retourne dans le circuit normal de la justice pénale. Est-ce qu'il est simplement altéré? Auquel cas, théoriquement, il doit y avoir une diminution de la peine. Si quelqu'un encourt 20 ans de prison, on estime que son jugement était légèrement altéré. Donc le gris, que j'évoquais tout à l'heure, à ce moment-là, on réduit un petit peu la peine. Et en cas d'abolition, on aggrave la peine. On prononce l'irresponsabilité pénale. Alors, j'aggrave la peine, c'est un lapsus qui me trahit, c'est que pendant longtemps, il y avait une telle peur des malades mentaux de la part du grand public, ce qui est, bon, disons, normal, mais de la part des juges, c'est que les juges et les jurés donnaient des peines supérieures à ce que le sujet aurait encouru s'il n'avait pas été considéré comme un discernement altéré. Il y avait un aphorisme qui courait dans le monde de l'expertise, on disait « discernement altéré, peine aggravée ». Donc, alors maintenant, heureusement, depuis 10 ans, il y a eu une modification de la loi. Et les cours d'assises sont obligés de réduire la peine
Et dans certains pays européens plus développés que le nôtre, il y a même une graduation, c'est-à-dire légèrement altéré, moyennement altéré, très sévèrement altéré, et auquel cas, c'est 30%, 50%, 70% de réduction de la peine. Voilà. Bon. Maintenant, depuis donc que la loi française a été modifiée, il n'y a plus de peine aggravée lorsque le discernement est altéré. Alors, ça c'est la dernière diapositive, c'est un panorama de ce qu'on peut voir quand on est psychiatre, puisque, évidemment, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont intéressés par les faits qu'ils peuvent lire dans les journaux, qui ont fait l'objet de séries télé. Et voilà à peu près un échantillonnage, hein, pas totalement exhaustif, mais enfin, bon, là, on couvre 90% de la population pénale. Voilà ce que l'on peut voir. Alors, je vais commencer par le plus simple, responsabilité totale. C'est-à-dire, on voit le gars, bon, pas de troubles mentaux, pas de discernement ni altéré ni aboli, il est normal. Alors, ce jugement, donc, où le sujet est responsable ou presque responsable, à tout coup, ça concerne les escrocs, les braqueurs, les voleurs, les arnaqueurs. Bon. Donc c'est une population où il y a peu ou pratiquement jamais d'irresponsabilité pénale. Ce sont des gens, qu'on va dire, normaux, enfin, au sens psychiatrique du terme. Donc, mais parfois extrêmement sympathiques. Moi, j'ai expertisé le braqueur repenti Redouane Faïd. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce garçon qui était extrêmement sympathique. Celui qui est sorti en hélicoptère par 2 fois, des trucs, enfin bon, je ne devrais pas dire qu'il était très, très sympathique, mais il était très sympathique. Bon voilà, donc on ne peut pas dire autre chose. Il était drôle, il avait de l'esprit, il était intelligent. Je l'avais vu évidemment dans un documentaire télé où il était interviewé par un journaleux où il se présentait comme le braqueur repenti. Il avait écrit un livre avec un journaliste qui faisait la promotion de son livre, etc. Et il était conseiller en sécurité à la place Vendôme, chez les bijoutiers de la place Vendôme. Je me rappelle encore, quand je l'avais vu, il me dit oh, mais moi je connais bien Bernard Arnault, je l'ai vu, etc. J'ai été dans... Bon. Et mon co-expert, celui avec lequel je m'amuse beaucoup et avec lequel je travaille souvent, il lui dit mais c'était pas un peu mettre le loup dans la bergerie quand même Et Redouane Faïd se met à exploser de rire. Il dit si j'avais quand même pris quelques notes. Bon, puis c'est des gens avec qui on apprend beaucoup parce que moi j'ai jamais braqué un fourgon de ma vie. Et il m'a expliqué comment braquer un fourgon. Et ça, pendant une demi-heure, bon, il y a le maton qui tapait parce qu'il trouvait que c'était un peu long le parloir, mais il nous a bien expliqué, etc. Voilà, il faut faire comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, jamais de sang ne coule quand c'est moi qui braque. J'ébriefe mes équipes, etc. Voilà. Donc, bon, malheureusement, là, je crois qu'il a été. Est-ce que je l'ai vu à Fleury-Mérogis la deuxième fois que je l'ai vu, il était au quartier de haute sécurité, parce qu'il avait déjà fait une tentative d'évasion, pas le fois où il est sorti en hélicoptère, mais le fois où il avait pris 2 matons en otage avec un flingue, parce qu'en prison, tout circule, hein, les flingues, la drogue, tout. Enfin, je ne sais pas comment ça passe, mais enfin ça passe. Et donc là, il était mis au quartier de haute sécurité, puis ensuite, il a fait sa deuxième tentative d'évasion avec l'hélicoptère, etc. Donc bon, il était assez malin, enfin assez doué. Voilà, j'insiste pas trop quand même sur le fait qu'il était très sympathique, parce que quand je suis rentré et que je racontais ma visite à mon épouse ici présente, elle me dit mais t'es tombé amoureux de lui ou quoi? Donc c'est vrai qu'il était tellement marrant et tellement drôle que... Bon, voilà, donc là, c'est pas du travail de psychiatre, c'est du travail, voilà, tout venant, où on voit les gens qui, bon, voilà, n'ont pas trop de monde. Bon, d'ailleurs, pour être braqueur, pour être escroc, pour être arnaqueur, il faut être bien organisé dans sa tête. Donc les malades mentaux sont peu disposés à ce genre de... Alors, il y a des maladies mentales qui n'irresponsabilisent pas. On ne peut pas se prévaloir du fait qu'on a une maladie qui rentre dans le cadre d'une classification internationale des maladies, que ce soit celle de l'OMS, la classification internationale des maladies, ou celle, le DSM de l'Association américaine de psychiatrie, pour dire, bah non, voilà, regardez, moi, j'ai cette maladie-là. Bon. Alors, ces maladies, principalement, ce sont les paraphilies. Alors, les paraphilies, c'est le mot politiquement correct pour dire perversion.
Avant, pendant 2 siècles, les psychiatres ont dit c'est des pervers, c'est des perversions sexuelles, évidemment. Et un jour, quelqu'un a dit ah, pervers, c'est un peu connoté, c'est un peu méprisant. Bon, ce qui n'est pas faux, hein. Donc on dit pervers, c'est rarement élogieux. On dit un paraphile, personne ne comprend. Donc, bon. Alors, un paraphile, c'est un pervers. Alors, il y a 7 paraphilies bien répertoriées dans les classifications internationales des maladies. La pédophilie, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le frotterisme, le fétichisme, le sadisme, le masochisme. Donc voilà, tout ça étant bien documenté. Le sadisme et le masochisme, comme vous le savez, sont des troubles qui ont été décrits par un psychiatre allemand au XIXe siècle, Krafft-Ebing, à la lecture de Sacha Armadoc pour le masochisme et du Marquis de Sade pour le sadisme. Donc, ces paraphilies, je tiens à préciser, parce qu'on a déjà eu une discussion entre nous tout à l'heure, ce ne sont pas des fantaisies imaginatives qui enrichissent le quotidien de notre sexualité. Ce sont vraiment des troubles dans le sens où c'est une espèce de tyrannie. Quelqu'un ne peut avoir de jouissance sexuelle que dans le cadre du domaine très précis qu'il fait bander, si je suis clair. Donc, c'est assez tyrannique parce que vous ne pouvez pas avoir une sexualité, entre guillemets, diversifiée. C'est toujours un peu la même chose. Bon. Voilà. Donc, c'est considéré comme une pathologie mentale. Il y en a beaucoup d'autres, des paraphilies, puisque même Krafft-Ebing, dont je parlais tout à l'heure, a décrit 647 paraphilies différentes. Mais des trucs... Il faut vraiment beaucoup d'imagination pour se dire « Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé à ce truc-là, mais peut-être que j'essaye. » Parce que c'est vraiment un truc extrêmement documenté. Ça existe, c'est un vieux bouquin du 19e, mais il y a des traductions françaises. Krafft-Ebing, si ça vous amuse, c'est très distrayant. Hein. Donc j'avais une vieille patronne qui m'a enseigné la psychiatrie, une vieille demoiselle, qui était une grande passionnée de Krafft-Ebing. Je pense que... C'était purement livresque, hein, mais en tout cas, elle en parlait avec des sanglots dans la voix. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très intense, c'est très bien écrit, comme au 19e. Donc. Alors voilà, eux, notamment les pédophiles, quand ils se retrouvent devant une cour d'assises, il n'est même pas question d'altérer leur discernement. Voilà, on considère que leur pédophilie les a conduits à ça. Bon, et voilà, ils savaient que c'était interdit. Et deuxième type de pathologie mentale qui, bien que reconnue elle aussi dans les classifications internationales des maladies, n'ouvre pas droit à une irresponsabilité pénale, ce sont ce qu'on appelle les troubles du contrôle des impulsions, c'est-à-dire les pyromanes, les kleptomanes, bon, voilà. Alors, j'en ai vu une. Alors, des paraphiles, j'en ai vu beaucoup. Enfin, on y reviendra dans un autre chapitre tout à l'heure, les violeurs, mais les troubles du contrôle des impulsions, j'en ai vu une seule fois de ma carrière de psychiatre et d'expert. C'était une dame kleptomane, et je dois avouer que ça m'a scotché, parce que là, je connaissais la description qu'on a dans les livres de la kleptomanie, mais quand vous voyez une dame à Fleury-Mérogis, au quartier des dames, une dame qui arrive plutôt... élégante, voilà, normale, etc. On avait vu son dossier, une dame de la bonne bourgeoisie parisienne, etc., qui ne pouvait pas s'empêcher de voler. Mais c'était la caverne d'Ali Baba chez elle quand il y a eu une perquisition. Elle avait 260 pulls en cachemire, de la même couleur, dont elle ne servait pas, toute taille. C'était même pas sa taille, c'était encore sous plastique. Elle avait des séries comme ça d'objets. Alors, elle avait un très grand appartement, c'était une dame qui avait aucun problème financier, hein, c'était pas utilitaire, c'était pas des vols utilitaires. Et alors, elle volait en plus toujours dans le même Monoprix qui était en face de chez elle. Elle ne faisait pas chier à traverser la rue, elle arrivait au Monoprix. Bon, au bout d'un certain temps, elle s'est fait repérer, on l'a un peu sermonné. Et après, le directeur du Monoprix a commencé un peu à s'agacer.
Il a dit, bon, il y a eu un juge d'instruction qui est nommé, elle a eu un rappel à la loi, enfin, elle a fait plusieurs interpellations, et quand je l'ai vue, bon, les gens n'en pouvaient plus. Ils ont dit, on va la boucler pour qu'elle comprenne, quoi. Et donc, elle s'est retrouvée là, et quand on est allé la voir, elle avait strictement aucun trouble mental, sauf cette kleptomanie. Alors, je vous précise qu'il n'y a pas de traitement judiciaire, parce que vous pouvez les mettre en tôle, ils sortent, ils recommencent, enfin, aucun traitement judiciaire, et aucun traitement psychiatrique. Donc c'est vraiment le truc, comme les pyromanes, franchement, on ne sait pas quoi faire. Si quelqu'un a une très bonne idée, je pense que le prix Nobel vous attend, parce que... Voilà, donc ça, c'est un domaine un petit peu à part, où les maladies mentales irresponsabilisent. Alors après, il y a les maladies mentales qui irresponsabilisent le plus souvent. Je ne dis pas tout le temps, mais le plus souvent, et c'est évidemment les patients psychotiques. C'est là où nous servons, nous psychiatres, à quelque chose, où on sert vraiment à quelque chose, parce que là, vous avez des jeunes gens qui démarrent une schizophrénie, et puis qui commettent des actes, plus souvent d'ailleurs des crimes que des délits, et qui sont dans un état complètement délirants, donc qui sont totalement irresponsabilisés pénalement, et qui, effectivement, bénéficient ensuite d'un traitement, vont mieux, etc. Mais bon, après, il y a ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout le long cheminement de la psychiatrie carcérale, où, avant de sortir, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y aura pas récidive. Bon, comme on ne peut jamais être totalement sûr, bon, alors on hésite à prendre des décisions. Alors, dans ce champ des patients psychotiques, il y a des entités très spéciales. Il y a par exemple une entité, j'en ai vu un seul dans ma vie, qu'on appelle les pousseurs du métro. Alors évidemment, personne ne sait ici ce que sont les pousseurs du métro. Si, certains, bon voilà. Alors les pousseurs du métro, il y a eu une thèse, j'étais en plus après président de thèse à la fac de médecine où j'étais prof, d'un étudiant qui a exhumé tous les dossiers de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, et il y en avait 80. 80 personnes interpellées pour avoir poussé quelqu'un sous les rails du métro quand la rame arrive. Donc ça a constitué un syndrome à part qu'on appelle le syndrome des pousseurs du métro, qui sont quasiment toujours des patients schizophrènes. Il y a eu une énorme étude qui a été faite dans le métro de New York aussi, alors avec là 300 ou 400 cas de pousseurs du métro qui étaient des psychotiques pratiquement. Alors pourquoi est-ce qu'on a isolé ça ? Parce que ça terrifie tout le monde. D'ailleurs, moi, quand je prends le métro, je me colle sur le mur. Je ne me mets jamais sur... Bon, et c'est con, parce que heureusement, c'est pas si fréquent. Hein, 80 cas en un petit siècle à Paris, c'est vraiment la malchance de tomber sur le pousseur du métro. Mais enfin, quand vous tombez sur lui, pouf ! Donc, voilà. Et c'est le geste, le seul que j'ai vu, inexplicable. Le patient, en général schizophrène, parce qu'il a d'autres symptômes de schizophrénie, vous demandez de vous expliquer, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, ça a été plus fort que moi. Alors, de temps en temps, il y en a, bon, c'est la voix de Dieu qui me dit, bon, ou c'est bon, voilà. Mais enfin, bon. Alors, il y a ces pousseurs de métro, il y en a toujours, hein. On en dénombre toujours à peu près un par an, un ou deux par an, à Sainte-Anne, ils arrivent, donc en général, à l'infirmerie de la préfecture. Et il y a en revanche des syndromes qui ont disparu, pour des raisons que vous allez très vite comprendre, le syndrome des coupeurs de nattes. C'était des gens, dans la rue, qui arrivaient couper les nattes des filles, puis c'était leur trophée, et ils étaient en général assez vite arrêtés, et quand on les expertisait, c'était le plus souvent des psychotiques. Voilà, donc il y a de moins en moins de nattes, ça ne se fait plus beaucoup, et donc il n'y a plus de coupeurs de nattes, faute de matériel. Alors, il y a aussi des entités cliniques, et là j'en ai vu un qui m'a vraiment bluffé, parce que je savais que ça existait dans les livres, et je ne l'avais jamais vu en vrai, enfin, j'avais jamais interrogé. Bon. C'était un brave garçon qui travaillait aux abattoirs de Rennes,
découpait de la viande, et bon, plutôt un gars costaud, un peu fragile quand même quand on l'interrogeait, on sentait qu'il y avait... Bon. Et il vivait avec sa vieille mère et sa sœur, et il a eu un moment, ce qu'on appelle le syndrome d'illusion des sosies. Alors c'est écrit dans les psychiatres du 19e siècle, le sentiment que, plus que le sentiment, la conviction absolue que la personne qu'on voit en face n'est pas le vrai époux, la vraie Huguette ou le vrai Jean-Jacques. Alors, je sens que vous êtes impatient que nous parlions des violeurs. Alors, les violeurs, eh bien, je vais vous décevoir, ce ne sont pas des malades mentaux. Voilà, pratiquement pas. Les malades mentaux ne violent pas. D'abord, ils n'ont pratiquement pas de libido. Quand bien même en aurait-il un petit chouïa avec les neuroleptiques, c'est assez vite réglé. Donc, voilà, les malades mentaux violent pas ou peu. Enfin, je parle pas des paraphiles, hein. Je parle là des violeurs comme l'affaire de Marsan. Enfin, voilà, des violeurs traditionnels, si je peux dire. Bon, Gérard Depardieu, enfin bon, toutes ces sympathiques personnes, Donald Trump, enfin bon, les gens condamnés quand même pour viol, hein, Donald Trump. Bon. Voilà, alors donc, les violeurs. Alors, j'ai lu que beaucoup de journaux disent que les violeurs sont des gens normaux. Bon, Madame Roudinesco s'en est offensée dans Le Monde avant-hier en disant non, on ne peut pas dire que ce sont des gens normaux. Je suis pour une fois assez d'accord avec elle. Ce ne sont pas des gens normaux. Alors, c'est souvent des gros cons. Bon, voilà. Parfois, des gens très addicts sexuellement. Souvent, des gens impulsifs par nature, donc qui passent à l'acte sans trop réfléchir aux conséquences de leurs actes. Enfin, donc, il y a des caractéristiques psychopathologiques qui ne fondent pas un diagnostic de trouble mental, mais qui sont quand même dans l'ordre de la prédisposition. Déjà, c'est des mâles. Donc, bon, enfin, je ne veux pas dire que tous les mâles sont des êtres anormaux, mais quand même, il y a plus de mâles anormaux que de femelles anormales dans la race humaine. Hein. Pour les animaux, je ne sais pas trop, mais et d'ailleurs, dans les prisons, 5% de femmes, 95% d'hommes. Donc, en France. Mais dans le monde entier, c'est pareil. Hein, donc, voilà. Donc, les violeurs, ce sont des gens... Alors, je ne dirais pas dans le champ de la normalité, mais peut-être ce que les journalistes ont mal formulé, c'est des gens qui sont dans le champ de la banalité. Voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire du Hannah Arendt, bon, mais il y a une espèce de banalité... C'est des gens, effectivement, on se dit, parce que, bon, des violeurs atroces, j'en ai vu quelques-uns. Alors, j'ai pas vu Guy Georges, mais j'ai failli voir Fourniret, mais alors, bon, ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, hein, c'est vraiment les monstres. Mais sinon, la partie immergée de l'iceberg, le gros contingent, bon, effectivement, c'est assez banal, c'est des gens... Voilà, pas bien futé, enfin, comme celui de Marsan qui dit bah, c'est pas un viol puisque son mari était d'accord. Donc voilà, bon, donc des gens bon, qui ne réfléchissent pas trop. Quoi, donc, et puis qui sont effectivement, qui ont les attributs de la normalité quand on les voit socialement. Je ne sais pas si vous avez vu la série Sambre. Bon, alors, il se trouve que j'ai expertisé le violeur de la Sambre. Bon, 80 viols. 80 viols. Identifié. Lui-même dit « j'ai dû en oublier ». Bon. 80 viols sur 30 ans. Vous voyez, c'est le mec régulier, un viol quasiment, voilà, tous les 1 ou 2 mois, pendant 30 ans. Dans un périmètre de 5 km autour de chez lui. 5 km. Il ne se faisait pas trop chier en déplacement, hein. Il allait au bureau, comme il disait, j'embauche à 8 heures, partait à 6 heures, ça faisait tu pars bientôt au bureau, j'ai des trucs à faire. Bon, pof, il prenait la première femme qu'il voyait dans la rue au petit matin. Et alors là, il y a quand même une conclusion qui s'est imposée à nous, et c'est très bien rendu dans la série Sambre. Je trouve que c'est
bon, je ne regarde pas beaucoup les trucs comme ça, mais là, j'ai trouvé que c'était une bonne série. Enfin, c'était très bien rendu. C'est quand même l'impéritie de la police française. Ils avaient son ADN, son portrait robot qui était assez ressemblant. D'ailleurs, dans la série Sambre, ils rendent compte d'un petit épisode qui figure dans le dossier d'instruction. Donc, ils étaient parfaitement documentés. Les flics, ils n'ont pas trouvé en 30 ans. 5 kilomètres, mec. Bon, je sais pas, parfois on voit des films à la télé, on voit des mecs qui mettent des petits points sur un truc, qui tentent des fils, tout ça. Moi, j'imaginais que la police judiciaire, c'était un truc un peu organisé, quoi. Bon. Là, les bras m'en sont tombés. Je dois avouer que plus que le gars qui était un père de famille, responsable du club de foot de son village, le gars sympa, voilà. Et père de famille, une femme qui n'a rien vu, qui n'a rien compris. Bon. Voilà, donc ce monsieur a échappé à la justice jusqu'au jour où il a eu la mauvaise idée d'aller de l'autre côté de la Sambre, passer en Belgique, et il a violé une Belge, et là les Belges ils rigolent pas. Donc, et là, tac, caméra de machin, ils ont focalisé à l'endroit du crime, sur la seule bagnole qui était sur le parking. Il a été, grâce aux flics belges, il a été pris en 48 heures. Donc, ce que la police française n'a pas fait en 30 ans, les Belges l'ont fait. C'est une bonne histoire belge. Donc, voilà. Donc, à part quelques atroces, bon, il se trouve que j'ai expertisé aussi Nordal-Lelandais. Vous voyez, alors lui, bon, aucune empathie, hein, parce que parfois je vous ai dit que Redouane Faïd, sympa, mais Nordal-Lelandais, pas sympa du tout. On n'a pas aimé. Voilà, il était très peu aimable, faut reconnaître. Et alors, il avait donc c'est celui qui a violé et tué la petite Maëlys, et puis le petit caporal Arthur, qui l'a violé et tué. Donc, et il a aussi violé une de ses nièces, fait des attouchements sur un... Enfin bon, voilà. Donc, alors lui, bon, aucune pathologie, si ce n'est, et là c'est une discussion qui a encore cours dans les milieux spécialisés qui s'intéressent à cela, une addiction sexuelle. C'est-à-dire qu'il était dans une espèce de besoin de satisfaction sexuelle impérieux, permanent, et quel que soit l'objet. Donc, il ne violait pas toujours, parce que bon, bien qu'antipathique, il avait plutôt une belle allure, enfin, pas mon style, mais ça semblait être le style de certaines femmes. D'autant plus que une femme qui ne connaissait pas, visiteuse de prison, vient de tomber enceinte de Nordal-Lelandais, qui est quand même toujours en tôle. Donc, parfois, on se demande ce qui passe dans la tête. Bon, je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur. Chaque femme doit décider de sa vie et de ses choix. Enfin, ça m'a un peu surpris quand même. Donc, Nordal-Lelandais, il était dans une espèce de désir impérieux de satisfaction. Alors, il ne travaillait pas, il était au RSA, il trafiquait de la drogue, de la coke, du machin. Enfin, bon, il avait économie parallèle, machin. Bon. Et il avait une activité sexuelle très débridée, avec des femmes, avec des hommes, enfin, bon, tout ce qui bouge, comme on le dit parfois dans les... Voilà. Et malheureusement, quand on lui résistait, il se fâchait. Et c'est ce qui a été à l'origine de la mort du petit caporal, puisque le petit caporal, sortant de boîte, faisait du stop. Nordal-Lelandais passait par là. Manque de chance pour le petit caporal. Et le petit caporal est rentré dans la voiture et Nordal-Lelandais lui a posé la botte, ce que Arthur a refusé. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de rapport contraint, et puis ensuite, il l'a massacré à coups de pierre, etc. Voilà. Et la petite Maëlys, à peu près pareil. Voilà. Donc là, on est presque dans un autre registre. Hein. Donc, il y a deux types de violeurs. Il y a le violeur de la banalité, voilà, le Dino Scala, le violeur de la Sambre, petit rituel, tout ça. Il disait, je leur fais pas de mal. Ça, et le fait est,
je ne dis pas que certaines femmes victimes ont dit qu'il était délicat, mais il n'a jamais tué personne. Alors que, quand même, j'ai expertisé des violeurs qui avaient massacré leurs victimes. Dans le dossier d'instruction sur les disques qu'on reçoit, les disquettes qu'on reçoit, il y a les photos. Alors là, c'est... Bon, moi je passe assez vite, parce que là, c'est difficilement... Voilà. Donc, comme Patrick m'a dit qu'il fallait que je sois bref, je vais finir sur les infanticides et je dirai 2 mots des terroristes. Alors, les infanticides, eh bien, c'est le truc... Alors, j'exclus les infanticides commis par des hommes. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, c'est infanticide, féminicide associé, c'est le mari jaloux, ou le mari évincé, ou le conjoint, etc., qui tue la femme, les enfants, comme ça, on fait place nette. Voilà, donc là, c'est un infanticide qui est dans le cas d'un massacre familial. Donc là, j'ai vu assez récemment un pauvre gars, là, le quadruple homicide, la femme et les 4 enfants, je sais pas, quintuple, oui, 4 enfants, donc je sais pas si il y a environ 1 an, on en a beaucoup parlé dans la presse, bon, voilà, donc là, c'est un petit peu à part. Non, l'infanticide qui est vraiment surprenant et très difficile à comprendre, même quand on est du métier, c'est l'infanticide par les mères. Alors, il y a 2 cas de figure, je schématise un peu, parce que là, mais il y a l'infanticide d'enfants, adultes, je t'avais dit, Jean-Charles, que j'ai du mal avec la prise de parole en public, ça fait quand même 2 ans que j'avais... Voilà, donc d'enfants, mais pas de nourrissons. Donc d'enfants en bas âge, mais pas de nourrissons. Alors ça, dans l'immense majorité des cas, ce sont des mères dépressives graves, qui sont dans un mouvement abandonnique qui les conduisent à tuer leur enfant et à se suicider ensuite, dans le cadre de ce qu'on n'ose plus nommer maintenant un suicide altruiste. On garde le mot suicide altruiste, mais c'est vrai que c'est pas toujours compris par les chambres, les cours d'assises, qu'on dit à la barre suicide altruiste, enfin altruiste quand même. Donc voilà, donc le suicide, ça s'appelle comme ça depuis 2 siècles, donc les psychiatres sont assez attachés à leur tradition clinique, c'est toujours appelé le suicide altruiste. Alors pourquoi altruiste ? C'est parce que le déroulé de l'intentionnalité infanticidaire, c'est la vie est insupportable, c'est affreux, c'est monstrueux, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est bon. Je veux mourir, mais je ne peux pas laisser mes enfants dans ce monde épouvantable. Donc je tue mes enfants, je me tue après. Et bon, parfois ça marche, là, tout le monde meurt, et parfois la mère se rate et elle survit à 1 ou 2 de ses enfants. Il y a un livre là qui vient de sortir d'une jeune femme infirmière, remarquable, etc., mais épuisée, vivant seule avec ses 2 enfants, ses 2 filles qu'elle adorait, et qui a tué, vous avez dû en entendre parler, parce qu'on en a un peu reparlé à la sortie, du fait de la sortie par un journaliste de cette affaire, on en a un peu reparlé dans la presse, qui a tué ses 2 enfants à l'insuline. Et puis ensuite, elle s'est injectée de l'insuline, une des petites filles est morte, l'autre a survécu à l'injection d'insuline et elle a survécu. Et franchement, quand on l'a vu en expertise, c'était évident que c'était une dépression gravissime, etc., et qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur la responsabilité pénale. Et d'ailleurs, elle était mortifiée quand on l'a vue. C'était évidemment plusieurs mois après son geste, et elle avait été soignée, elle allait mieux, etc., mais elle vivait avec le cauchemar d'être la responsable de la mort de ses enfants, qu'elle adorait. C'était pas une mère maltraitante, parce que je vous ai pas parlé des maltraitances. Bon, voilà, ça c'est souvent dans une grande misère sociale, maltraitance. Bon, c'est un autre chapitre. Mais. Donc, et
pourtant, je peux vous dire qu'aux assises, les jurés l'ont très mal pris. On s'est fait malmener, mon collègue et moi, par les parties civiles et par la présidente qui a pris fait cause pour les enfants. Enfin, bon, résultat, elle a été condamnée à une peine assez lourde. Hein, donc, voilà. Donc, alors que nous considérions qu'elle était irresponsable. Mais l'infanticide, c'est le tabou absolu. Vous arrivez devant des jurés, souvent des femmes, parce que les jurés sont choisis, effectivement, et les parties civiles choisissent préférentiellement des femmes quand ils le peuvent. Et donc là, vous êtes sûr que vous allez au casse-pipe. Même si vous arrivez avec un dossier béton sur le fait qu'il y a une responsabilité pénale, c'est pas la peine. Et puis, le deuxième volet, c'est les néonaticides. C'est les mères qui tuent leur bébé à la naissance. Alors ça, c'est le truc stéréotypé qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le déni de grossesse. Et ça reste, en dépit de tous les savants qui se sont exprimés là-dessus, enfin des gens qui se croient plus savants que les autres, qui ont donné, mais oui, c'est comme ça, c'est parce que c'est bon. Non, moi, franchement, pour avoir un petit peu essayé de comprendre ce qui se passe dans le déni de grossesse, c'est quand même un mystère colossal, parce que vous avez une femme qui est enceinte et qui n'a aucun symptôme de grossesse. Aucun. Elle n'est même pas la moindre voussure, rien. On se demande où le bébé se met. Et elles accouchent et elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et elles sont complètement dans un état subjuguées par l'accouchement, par ce qui se passe. Et en général, voilà, elles ne donnent pas les premiers soins nécessaires. Elles accouchent seules en général chez elles. Et puis, dans la panique, l'enfant meurt parce que voilà, il bénéficie pas des soins. Et ce déni de grossesse, ça a été étudié beaucoup par les obstétriciens, les gynécologues, les psychiatres. Et ça reste un truc extrêmement mystérieux. Et ce qui est très mystérieux, c'est ce que les femmes font avec les nourrissons qu'elles ont tués. Enfin, il y a Madame Courgeot, puis à un moment, elle est partie en perme. Puis les collègues, elles ont dit, ça pue, qu'est-ce qu'il y a? Ça pue dans ce vestiaire, etc. Elles ont reniflé, elles sont arrivées, c'est le casier de Janine, elle a oublié un truc, attends, on va regarder. Ils ont forcé le verrou, et ils sont sortis. Mauvaise surprise, surtout que moi j'ai vu les photos des corps en décomposition. Franchement, j'imagine que quand on est même militaire et qu'on se retrouve à ouvrir des sacs comme ça. Voilà. Alors là, l'infanticide, pour moi, c'est quasiment toujours, alors, à part vraiment les méchants, les mauvais, les teigneux, les violents, le bébé secoué, on ne dort pas, on le secoue. Bon, c'est vrai qu'on a envie de secouer un enfant qui pleure quand on a envie de dormir, mais voilà, il y en a qui vont un peu fort. Donc, voilà. Donc il y a, à l'exception de ces maltraitances évidentes, il y a quand même quelque chose d'assez psychiatrique dans pratiquement tous les infanticides. Et je terminerai sur les terroristes. J'en ai expertisé 6. Un, totalement irresponsable pénalement, schizophrène. Mais alors là, vous dites, c'est incroyable quand même, le pouvoir de persuasion. Le gars, il avait déjà été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie et à traitement, puis à un moment, il veut aller faire le djihad, il part en Syrie, pendant Daesh, au moment où c'est... Bon. Et là, il arrive, ce qui est quand même, quand on est très schizophrène, désorganisé et délirant, déjà une performance, d'arriver à prendre l'avion en Turquie, passer la frontière. Bon. Et puis au bout de 6 mois, il décide de rentrer, parce qu'il en a marre, parce qu'on lui fait faire la cuisine, enfin, laver la vaisselle plus exactement, ou faire le guet, donc pour voir si les ennemis arrivent, mais on ne lui donne pas de Kalachnikov. Donc lui, il était parti pour se battre, et il a l'impression qu'on les vince du combat. Donc, pas très content. Comme m'a dit d'ailleurs le maton, plutôt brave gars qui l'avait amené au parloir, il m'a dit, parce que j'aime bien parler avec les matons après pour avoir quelques informations, comment ça se passe. Et il me dit, il me
raconte, il me dit, ah bah oui, il nous a raconté toute son histoire. Il dit, ils sont pas cons les mecs de Daesh, ils n'ont pas filé une calache au gars, hein, parce que sinon... bon, voilà. Bon, tout était dit, c'est vrai que... Bon, alors là, c'était le... Bon. Mais les 5 autres terroristes, ou présumés tels, enfin en tout cas mis en cause pour terrorisme islamique, c'était soit... Alors, je ne suis peut-être pas tombé sur les big boss, hein, enfin... C'est pas que je ne suis pas, ce n'était pas des big boss, c'était des troisième couteaux. Bon, il y en avait un mis en cause parce qu'il avait envoyé du fric à son frère qui faisait le djihad. Et il nous disait, bah, il est gentil le juge, mais moi il faut bien que j'aide mon frère, c'est normal, etc. Je lui envoie de l'argent, c'est un acte de solidarité familiale, c'est pas du terrorisme. J'ai bien dit de ne pas partir, mais bon, il a voulu partir, mais maintenant il m'appelle, il a besoin d'argent. Bon, voilà, voilà. Ou des histoires de ce genre, où le père Hamel, là, vous savez, le curé là, qui s'est fait... j'ai eu un des copains, les deux terroristes responsables de la mort du père Hamel, avaient été tués par les flics quand ils sont arrivés, donc on n'en parlait plus, mais il y avait des complices, et notamment dans les complices, il y avait un type qui avait prêté sa bagnole à un des terroristes. Bon, voilà, pour juger la justice de mon pays, mais quand même j'étais un peu surpris parce que ça ne m'apparaissait pas mettre en danger la patrie, quoi. Donc voilà, donc les terroristes, il y a probablement des illuminés, il y a des malades mentaux, et puis il y a des gens qui sont là-dedans à leur corps défendant, quoi. Voilà, donc, etc. Comme j'ai juré à Patrick que je ne dépasserai pas 8 heures et qu'il est 8h07, je vais m'arrêter, vous remercier pour votre attention et vous demander si vous avez des questions à me poser.